C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, ô Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un œuf. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétounez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphanto-camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, quoi l'ami, ce croc est à la mode pour pendre son chapeau? C'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, nez magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il sait. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne! Lyrique. Ouais, est-ce une conque? Ouais, êtes-vous en triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard! Herdé! C'est-y un nez? Nana, c'est que navet géant ou ben que melon Militaire. Pointez contre Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, Parodiopira, mon insanglot, le voilà donc ce nez, qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot saut. Voici tantôt 20 ans que je vivais chez nous. Dieu m'a faite pour rire et pour planter des choux. J'avais pour précepteur le curé du village. J'appris ce qu'il savait, même un peu davantage. Je vivais sur parole et je trouvais moyen d'avoir des amoureux sans qu'il m'en coûtât rien. Mon père était fermier, j'étais sa ménagère. Je courais la maison, toujours brave et légère. Un beau jour, on m'embarque. On me met dans un coche, un paquet sous le bras, 10 écus dans ma poche. On me promet fortune et la fleur des maris. On m'expédie en poste
Et je suis à Paris. Aussitôt, de paniers largement affublés, de taffetas vêtus et de poudre aveuglée, on m'apprend que je suis gouvernante de Séan. Gouvernante de quoi? Monsieur n'a pas d'enfant. Il en fera plus tard. On meuble une chambrette. On me dit: Désormais, tu t'appelles Lisette. j'y consens. Et mon rôle est de régner en paix sur 3 filles de chambre et 9 ou 10 laquais. Jusque-là, mon destin ne faisait pas grand-peine. La maréchale même, au fait, c'est ma marraine. Sa bru, notre duchesse, a l'air fort innocent. Mais monseigneur le duc, alors, était absent. Il écrit qu'il revient, il arrive, et ma foi, tout juste en arrivant, tombe amoureux de moi. Je vous demande un peu, quelle étrange folie! Sa femme est sage et douce, autant qu'elle est jolie. Elle l'aime, Dieu sait, et ce libertin-là ne peut pas bonnement s'en tenir à cela. Il m'écrit des poulets, me conte des fredelles, me donne des rubans, des nœuds et des mitaines. Puis enfin, plus hardi, pas plus tard qu'à présent, du brillant que voici veut me faire présent. Un diamant? À moi? La chose est assez claire. Hors de l'argent comptant, que diantre en puis-je faire? Je ne suis pas duchesse et ne puis le porter. Ainsi, tout simplement, monsieur veut m'acheter. Voyons, me fâcherai-je? Il n'est pas très commode de les heurter de front, ces tyrans à la mode. Et la prison est là, pour un oui, pour un non, quand sur un talon rouge on glisse à Trianon. Faut-il être sincère et tout dire à madame? C'est lui mettre d'un mot bien du chagrin dans l'âme. Vaut-il pas mieux agir en personne discrète et garder dans le cœur cette injure secrète? Oui, c'est le plus prudent. Ah, que j'ai de soucis. Ce brillant est gentil, et monseigneur aussi. Je vais lui renvoyer sa bague à l'instant même. Ici, dans ce papier, ma foi, tant pis s'il m'aime. Bah, ça se termine comme ça? Bah, il se passe quoi après? Que va-t-il arriver à faire? Eh ben, si vous voulez connaître la suite, eh ben, lisez la pièce. C'est quand même bizarre. S'asseoir dans le noir pour regarder des gens. Oui, et pourtant, les humains font ça depuis des siècles. Ils viennent soit pour s'instruire, soit pour avoir des émotions, soit pour être avec des amis, Soit pour boire un coup après le spectacle. Et puis, faut quand même savoir qu'il y en a beaucoup qui ne sont là que par force. Ouais, ils accompagnent quelqu'un pour lui faire plaisir, alors qu'ils détestent le théâtre et qu'ils préfèrent être dans leur canapé. Et ils espèrent que le spectacle ne sera pas trop bruyant pour pouvoir dormir dans leur fauteuil. Le pire, c'est pour ceux qui sont là, car ils connaissent quelqu'un qui joue dans le spectacle. Et ils n'ont pas osé dire non quand cet ami comédien leur a proposé de venir le voir. Oh, c'est horrible ça. Non, mais on devrait être franc et puis dire bah non, désolé, je ne viendrai pas voir ta pièce. Parce que bah, d'abord, j'aime pas le théâtre. Et puis en plus, j'ai pas du tout envie de te voir te ridiculiser sur une scène. Oui, mais on n'ose jamais dire ça. Du coup, on vient quand même Et parfois, on a de bonnes surprises. Heureusement. Oui, mais quand même, le pire moment, c'est après le spectacle. Quand cet ami vient vous voir et vous demande « Alors, t'as trouvé ça bien? Tu m'as trouvé comment ?» Ouais, c'est vrai. Quand tu t'es fait chier pendant 1h30 et que l'argent en question, il a joué comme une savate, au point que t'as rien compris de ce qu'il a essayé d'articuler, bah là, faut être champion en improvisation pour rester cordial. Je vous montre. Bah écoute, oui. Oui, le texte était intéressant. Et puis il y avait de jolis costumes. Bah oui, mais moi, tu m'as trouvé comment? T'étais présente. C'est original ta façon d'interpréter le texte là. J'y aurais pas pensé. Oui, bah le mieux quand on connaît quelqu'un qui joue dans la pièce, bah, c'est de partir aussitôt après les saluts. Et puis
puis envoyer un petit SMS genre merci, bravo à toute l'équipe, gros bisous. Bon, en attendant, faut finir de se préparer. Oui, et faire une dernière répétition si on ne veut pas recevoir ce genre de message. Bah, mon portefeuille. Bah, il est où? Bah, mes billets, je les avais tout à l'heure. Bah, mes pièces en or, elles étaient dans ma poche. Au voleur? Au voleur! Au voleur! À l'assassin? Au meurtrier! Justice, juste au ciel! Mais je suis perdue! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent! Mais qui peut s'être s'il te plaît? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Et où courir ou ne pas courir? Et dites-moi là, et dites-moi d'ici! Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi! Oh, mon esprit est troublé! Et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Oh, vous aussi? Ah, oui, tout est fini pour moi. Et je n'ai plus que faire au monde. Sans mon argent, il m'est impossible de vivre. C'est comme vous, pour moi, ça en est fait. Ah, Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis morte. Je suis enterrée. Y a-t-il personne qui veuille nous ressusciter? En nous rendant notre cher argent ou en nous apprenant qui l'a pris? que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup qu'avec beaucoup de soin on était pieds-leurs. Sortons. Je veux aller éclairir la justice et faire donner la question à toute la maison, à servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi. Oh! Mais que de gens assemblés! Je ne jette mon regard sur personne qui ne me donne des soupçons, et tout me semble mon voleur! De quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui nous a dérobés? Mais quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce! Si l'on sait des nouvelles du mien, je supplie que l'on m'en dise! N'est-il point caché là parmi vous? Ben, ils nous regardent tous et ils se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on nous a fait! Alors vite! Des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des chefs, des potents et des bourreaux! Moi, je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve pas mon argent, je me pendrai moi-même après. Pareillement! Au voleur! Calme maintenant. On essaie de se concentrer. Oui, avant de monter sur scène, on a besoin de silence pour faire venir à soi le personnage et l'énergie du texte. N'importe quoi. Faire venir à soi le personnage. Et pour rester simple, un fait du théâtre. Non, ce n'est pas que du théâtre. C'est un moment magique d'abandon de soi. Une parenthèse de dédoublement psychique. Moi, sur scène, j'essaie de m'oublier totalement pour laisser la place au personnage que j'interprète. Moi, j'aime chercher en moi ce qui peut me relier à la profondeur du texte. Je joue un autre moi et non pas un autre tout court. Ouais. Alors moi, ce qui m'importe, c'est de trouver l'énergie physique à faire passer au spectateur. Et vous? Ben moi, j'essaie surtout de me souvenir de mon texte. Qu'est-ce que tu peux être primaire? Ah, Seigneur! Vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne. Oh, n'accablez point, madame, un prince malheureux! Il ne faut point ici nous attendrir tous deux!
Un trouble assez cruel m'agite et me dévore sans que des pleurs si chers me déchirent encore. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Ah, cruel! Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait, hélas? Je me suis cru aimé! Ah, mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner. Mais il ne s'agit plus de vivre, il faut régner. Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice! J'espère que bientôt la triste renommée vous fera confesser que vous étiez aimés. Ah, Seigneur, s'il est vrai, pourquoi nous séparer? Vous êtes empereur, Seigneur, et vous pleurez! Ah, Seigneur! Voici! Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne? Il faut nous séparer! C'est lui qui l'ordonne! N'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point qu'ici nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel, agite et me dévore, sans que des pleurs si chers me déchirent encore. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Ah, cruel! Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait, là? Je me suis cru aimé! Oh, mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner. Il ne s'agit plus de vivre, il faut régner. Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice! Ah, j'espère que bientôt la triste renommée vous fera confesser que vous étiez aimés. Ah, Seigneur, s'il est vrai, alors pourquoi nous séparer? Vous êtes enfants, Seigneur, et vous pleurez! Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer. Et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Un trou assez cruel, magique me dévore, sans que des pleurs si chers me déchirent encore. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Cruel! Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait, hélas? Aimé! Oh, mon cœur est prêt à s'éloigner. Mais il ne s'agit plus de vivre. Il faut régner. Oh, que le jour recommence! Ah! Et que le jour finisse! Ah, sans que jamais je puisse voir Bérénice! J'espère que bientôt on fera confesser que Seigneur! S'il est vrai! Ah, Seigneur! Vous voici. Eh ben. Il est donc vrai que Titus m'abandonne? Il faut nous séparer et c'est lui qui l'ordonne.
soit madame, un prince malheureux. Il faut croire qu'ici, vous attendiez tous deux. Un trouble assez cruel m'agite, on me dévore. Sans des petits chèvres me déchire le corps. Alors enfin, les princesses, il faut nous séparer. Oh, cruel! Est-il temps de me le déclarer? Et qu'avez-vous fait? Et là, je me suis cru aimé! Oh, mon calmi est prêt à s'éloigner. Il s'agit plus de vivre. Il faut régner. Que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice! Escarcobato, la triste renommée, vous fera confesser que vous étiez aimé. Oh, Seigneur, s'il est vrai, pourquoi nous séparer? Vous êtes empereur, Seigneur, et vous pignez. On veut échapper à nos vies banales et anonymes. Bah non, j'ai pas l'impression d'avoir une vie banale. Bah pour être sur scène alors? Bah je voulais faire une activité, j'hésitais entre poterie, rugby et théâtre. Et j'ai pris théâtre, un peu au pif. Et ça te plaît? Bof. Ça ou autre chose. Ça me permet surtout d'avoir des soirées à moi, sans mon mari. Et il y a aussi ceux qui arrivent en retard. Ah oui, alors ça c'est pénible. Non seulement ils dérangent les autres spectateurs en allant s'asseoir au milieu du gradin alors que le spectacle est déjà commencé, mais en plus, ils nous dérangent, nous, les comédiens. Car on sent qu'il y a du mouvement dans le public et on risque d'avoir une absence. Bah non. Si t'es vraiment dans ton rôle, tu n'entends pas les retardataires.
Bah moi si. Bah, c'est parce que t'es pas concentré. Et puis ils ont sûrement une bonne raison d'être à la bourre. Hein. Ils ont pu se tromper de salle, ou alors avoir du mal à trouver une place pour se garer, ou alors oublier d'apporter des sous pour payer leur place. Ou juste être tout le temps à la bourre. C'est une maladie chez certains, hein? Bon, pourquoi vous me regardez? Bon, j'ai jamais été en retard à un spectacle. En tant que spectatrice peut-être, mais quand tu viens en répétition... Toujours. N'importe quoi. C'est toujours la merde. On peut pas commencer à répéter 3 heures. Franchement, si. Venez ici, ma fille. Voudriez-vous vous marier? Monsieur, Oui ou non? si vous vouliez... Oui ou non? Mais oui. Oui, vous voulez vous marier, perdre la liberté, la tranquillité. Eh bien, tant pis pour vous. Oui, je vous marierai. Sacrée bonne femme. D'une façon comme d'une autre, elles obtiennent toujours ce qu'elles veulent. Les filles, c'est fait pour rester à la maison et on ne les emmène pas courir les rues. Ah, les femmes, toujours les femmes. Pour dire les choses comme elles sont, femme épousée, dégâts assurés. N'y êtes pour rien. Tout est la faute des femmes. Châtiez-les et tout le monde vous félicitera. Parfaitement, il faut faire un exemple. Il faut rabattre l'orgueil de ces femmes si arrogantes et apprendre aux hommes à les châtier. Et que les gens nous traitent de rustres s'ils le veulent. Et que les gens nous traitent de sauvages s'ils le veulent. Moi, je n'ai jamais aimé les femmes. Jamais je n'ai eu pour elles la moindre estime. Et s'il faut tout vous dire, je suis convaincu que la femme est pour l'homme la pire des calamités. Vous souvient-il de ma première femme? Celle-là, oui, c'était une brave créature. Mais celle d'aujourd'hui est une véritable pécore. Et moi, pauvre imbécile, qui n'avais jamais pu souffrir les femmes, je suis allé m'embarrasser d'une harpie. De nos jours, il devient impossible de songer à se marier. Si l'on s'avise de tenir sa femme en lisière en état sauvage, si on lui laisse la bride sur le cou, on sera coup sur un bonnet. Les femmes mariées sont là pour donner le bon exemple aux jeunes filles, c'est tout. Les femmes ont la réputation d'être infidèles. Mais les infidélités, ce sont les hommes qui les commettent dès qu'ils peuvent. On parle toujours des femmes, mais des hommes, on ne dit rien. Nous autres, on nous critique, et vous autres, on vous passe tout. Avant toute autre chose, messieurs, laissez que je vous dise quelque chose. En vérité, vous êtes des rustres. Vous êtes de vrais sauvages. Votre manière d'être avec les femmes, avec vos épouses, avec vos filles, est si extravagante, si dépourvue de bon sens, qu'il serait impossible, archi impossible, qu'elle puisse avoir de l'amitié pour vous. Les femmes vous obéissent, mais par force. Elles se contraignent, mais par pure raison. Et loin de voir en vous des maris ou des pères, vous n'êtes à leurs yeux que des tartares, des ours et des bourreaux. Je conviens avec vous qu'il n'est pas sage que les filles se fassent courtiser, que c'est à leur père à leur choisir un mari, et qu'elles ont à lui obéir. Mais est-il juste néanmoins de passer la corde au cou d'une fille et de lui dire « Garde-la, sinon gare à toi » Les hommes sont tous cruels avec nos autres femmes. Ils exigent la fidélité la plus stricte. Et au moindre soupçon, ils nous persécutent, ils nous tourmentent et voudraient nous voir mourir. Cela dit, comme un jour ou l'autre, mesdames, il faudra bien que vous épousiez celui-ci ou celui-là. Je vous dis comme on le dit aux malades, puisqu'il faut prendre médecine, exécutez-vous. Monsieur, m'auriez-vous trouvé dans une poubelle? Suis-je une marmitonne et parle-t-on de la sorte à une femme de bien?
Je suis votre épouse, d'accord, et vous avez le droit d'ordonner. Mais je ne me laisserai point insulter, sachez-le. Je n'aurai garde de vous manquer de respect, n'ayez point garde de m'en manquer non plus. Depuis que nous sommes mariés, voilà bien la première fois que vous me parlez sur ce ton. Quelle est cette manière de me menacer? Cette façon de lever la main? Me menacer? Moi, une femme de ma qualité? Dites-moi, monsieur mon mari, sont ces honnêtes gens qui vous montent la tête de la sorte? Vous ont-ils endoctriné pour que vous me traitiez ainsi? Vous ont-ils enseigné ces sottises? Si vous êtes un homme de bien, gouvernez-vous en homme de bien. Si j'ai commis une faute, reprenez-moi. Mais je ne veux ni criaillerie, ni menaces, ni jurons. On ne traite pas les femmes de cette façon. Oh, m'avez-vous bien comprise, monsieur? Ces manières de bougon, ces façons de sauvage que vous avez, vous autres, sont la cause de tout le désordre. C'est à vous tous que je parle. Vous êtes toujours odieux et toujours mécontents, toujours enragés. Soyez un peu plus humain, un peu plus sociable. Considérez la conduite de vos épouses et quand elle est honnête, supportez quelques travers et cédez quelquefois. Vous vous montrez trop rustre avec vos filles. Vous ne leur accordez jamais de distraction. Mesdames, de nos jours, on traite facilement de sauvage un homme qui a son bon sens. Et savez-vous la raison? Parce que vous autres femmes, vous êtes entichées de monde et de société. Il vous faut du fracas, des banquets, des atours, des baladins, toutes sortes de sornettes de ce genre. Pour que vos robes soient jolies, il faut qu'elles coûtent très cher. Vous n'allez pas en visite, vous tombez dans la mélancolie. Vous n'avez pas un brin de jugeote. Ce que l'on raconte de tant de maisons, de tant de familles à jamais ruinées, vous importune. Celui qui veut vivre chez soi, dans la dignité, dans la gravité, en veillant sur sa réputation, toute chose que vous considérez assommante. C'est un rustre, c'est un sauvage. Cela n'est-il pas vrai? Oui, vous avez tout compris. Oui. C'est quand même pas simple déjouer des textes anciens. Ah, pourquoi? Il y a des constructions de phrases et du vocabulaire auxquels on n'est plus habitué. C'est aussi ça qui fait le charme des auteurs classiques. Ouais, moi je trouve que ça fait vieillot. Et je pense que pour intéresser les plus jeunes, faudrait peut-être les réactualiser ces textes. Oh bah non. Si c'est pour tout banaliser et parler ou écrire comme on l'envoie des SMS, franchement, je ne vois pas l'intérêt. C'est bien de temps en temps de faire un effort intellectuel. Oui, mais bon, on a un public assez populaire. Et j'ai peur qu'on les perde. C'est pas des abrutis non plus. Ça vole pas toujours très haut. À mon avis, ils sont plus habitués à aller voir les ch'tis au cinéma que des pièces de Racine. Eh bien justement, ça leur montre autre chose, un autre type de langage. D'ailleurs, même Molière s'est intéressé à l'ignorance et à l'apprentissage du français. Ah oui, c'est vrai ça. Notamment avec le bourgeois gentilhomme. Ah. J'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles
ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. Moi j'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Et la voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les 2 coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I. Cela est vrai! La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les 2 coins, le haut et le bas. O. Il n'y a rien de plus juste. Cela est admirable. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Vous avez raison. La belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les rejoindre tout à fait. U. Oui, il n'y a rien de plus véritable. Vos 2 lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue, d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que... Ah, que devions-nous étudier plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. Oh, les belles choses, les belles choses. Et lève, en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, faisant une manière de tremblement. Cela est vrai. Oh, la belle professeur que vous êtes. Demain, je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Nous vous en prions.
manger trop de salade verte aussi. Moi, j'y crois pas du tout. Hein. D'ailleurs, en Italie, c'est le violet qui porte malheur dans les théâtres. En Angleterre, c'est plutôt le bleu, et en Espagne, c'est le jaune. Oui, puis de toute façon, l'explication des morts sur une scène vient plutôt de l'oxyde de cuivre des éclairages qui aurait eu des effets toxiques sur la peau. Moi, je ne comprends pas comment on peut être superstitieux. C'est comme croire aux fantômes qui traîneraient dans les coulisses. Ah, il y a des fantômes ici? Ben oui. Et c'est à cause d'eux que les théâtres font relâche au moins un jour par semaine pour que les fantômes puissent jouer leur pièce tranquillement. C'est aussi pour ça qu'il ne faut jamais laisser un théâtre sans une lumière allumée, même quand il n'y a plus personne. Oui, ben moi je pense qu'il faut quand même faire attention. Tiens, toi l'autre jour, tu m'as souhaité bonne chance avant que je ne monte sur scène. Et alors? Eh ben et alors, j'ai raté ma scène. Avant le lever du rideau, on doit dire merde. Oui, c'est vrai que ça porte chance, car quand les spectateurs venaient au théâtre en calèche, les chevaux stationnaient devant les théâtres et y déposaient leurs crottins. Et s'il y avait beaucoup de crottins, cela voulait dire qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle. Et donc, une fausse recette. Tu as aussi peur du mot corde? Mais ça va pas la tête. Corde! Corde! C'est le pire des mots à dire dans un théâtre. Bah, tu peux nous expliquer pourquoi? Non. Mais je sais que c'est mal. Explication. Cet interdit vient des premiers machinistes, qui étaient souvent d'anciens marins et qui utilisaient différents cordages sur les bateaux. Et notamment celui qui actionnait une cloche pour saluer les morts. Oui, et on dit aussi que cela vient des cordes qui tenaient les seaux d'eau pour prévenir les incendies là-haut dans les cintres. Et un incendie dans un théâtre, ça peut légèrement altérer la qualité d'une représentation. Et ben, sinon, tu en as encore d'autres, des superstitions? Très peu. Il faut juste éviter de se croiser sur scène. Il faut éviter de siffler car cela attire les sifflets du public. Il ne faut pas poser son chapeau sur un canapé dans une loge car cela invoque celui du médecin qui accourt au chevet d'un mourant. Surtout, il ne faut pas offrir d'œillet à une actrice car c'est la fleur du pauvre et donc cela signifie la fin de son contrat. Sinon, il ne faut pas dire les mots marteau ni vendredi. Il ne doit pas y avoir de bougies si elles sont au nombre de 3. Il ne doit pas y avoir de poule de pan car cela amène le mauvais œil. On ne doit pas non plus ouvrir de parapluie sur scène. Et puis c'est bien de rater sa répétition générale. Cela veut dire que la première sera un succès. Voilà, c'est tout. Wow. Oh, Roméo! Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou, si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Oh, Roméo! Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Roméo, renonce à ton nom. Et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi tout entière. Non, moi, prends-moi tout entière. Roméo! Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom, ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Quoi? Quel homme es-tu? Toi qui, ainsi caché par la nuit, viens de te heurter à mon secret. Comment es-tu venu ici, dis-moi? Et dans quel but? Les murs du jardin sont hauts et difficiles à gravir. J'ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l'amour. Oh, Roméo! Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Gentil Roméo, si tu m'aimes, proclame-le loyalement. Oh, Roméo! 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 Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Si tu crois que je me laisse tromper, je froncerai le sourcil et je serai cruelle. Et je te dirai non pour que tu me fasses la cour. Quoi que tu fasses un choix, je ne peux écouter cette nuit toutes les joies de notre rapprochement.
Et bonne nuit cette fois. Si ton désir est le mariage, fais-moi savoir demain, en quel lieu et à quel moment tu veux accomplir la cérémonie. Moi, je déposerai à tes pieds toute cette histoire. Pour 120 ans. Nous sommes médecins passagers qui vont de ville en ville, de province en province, pour trouver des malades dignes de nous occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que nous avons trouvés dans la médecine. Nous dédaignons de nous amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatismes et de flexions, à ces fièvrottes, à ces vapeurs et à ces migraines. Nous voulons des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropésies formées, de bonnes pleurésies, avec des inflammations de poitrine. C'est là que nous nous plaisons, et c'est là que nous triomphons. Nous voudrions, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que nous venons de dire et que vous fussiez abandonnés de tous les médecins. Désespérés, à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de nos remèdes et l'envie que nous aurions de vous rendre service. Je vous suis obligé des bontés que vous avez pour moi. Donnez-nous votre époux. Allons donc, que l'on batte comme il faut. Ah, je vous ferai bien aller comme vous devez. Mais ce qui a fait la perte
pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Burgon. Cet homme-là ne point écrit sur nos tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, madame. Le poumon. Vous aimez avoir un peu de vin? Oui, madame. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas. Et vous êtes bien aise de dormir. Oui, madame. Le poumon. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il me ordonne du potage. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Des bouillons. Ignorant. Des œufs frais. Ignorant. Et le soir, de petits pruneaux pour lâcher-le-ventre. Ignorant. Et surtout, de boire mon vin fort trempé. Ignoranta, ignorantus, ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages d'Hollande et du gruau, du riz et des marrons pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Oh, vous m'obligez beaucoup. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que de vous. Et pourquoi? Mais ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Ouh! Et vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais à votre place. Crever un œil? Oui, ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe toute sa nourriture? Croyez-nous, faites-vous le crever au plus tôt, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé, hein. Adieu. Nous sommes fâchés de vous quitter si tôt, mais il faut que nous nous trouvions à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier. Qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Voilà des médecins vraiment qui paraissent fort habiles. Oui, mais ils vont un peu bien vite. Oh, tous les grands médecins sont comme cela. Me couper un bras et me crever un œil afin que l'autre se porte mieux. Ah, j'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération de me rendre borgne et manchot. Monsieur, préparez-vous. Voici vos médecins. Messieurs, je suis ravi de vous voir chez moi. Et nous avons bien grand besoin de vous. J'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Et nous sommes ravis, monsieur, que votre fille ait besoin de nous. Et nous souhaiterions de tout notre cœur que vous en eussiez besoin aussi, vous et toute votre famille, afin de vous témoigner l'envie que nous avons de vous servir. Oh, je vous suis obligé de ces sentiments. Comment s'appelle votre fille? Lucin. Lucanda! Beau nom à médicamenter. Est-ce là la malade? Oui. Je n'ai qu'elle de fille. Et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Alors, asseyez-la. Voilà une malade qui n'est pas trop dégoûtante. Et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez.
Vous l'avez fait rire, messieurs. Tant mieux. Lorsque le médecin fait rire le malade, c'est là le meilleur signe du monde. Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Que dites-vous? Quoi? Je ne vous entends point. Quel diable de langage est cela? Et c'est là sa maladie. Elle est devenue muette, sauf que jusqu'ici, on n'en est pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Et pourquoi? Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Et qui est ce son-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Plus d'un Dieu que la mienne eut cette maladie, je me garderai bien de la vouloir guérir. Enfin, messieurs, je vous prie d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Oh, mais ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu. Va-t-elle là où vous savez? Oui, copieusement. Je n'entends rien à cela. La matière est-elle louable? Je ne me connais pas à ces choses. Donnez-moi votre bras. Oh! Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Mais oui, monsieur, c'est là son mal, et vous l'avez trouvé tout du premier coup. Voyez comme il a deviné sa maladie. Nous autres, grands médecins, touchons au but du premier coup. Et je vous apprends que votre fille est muette. Ah oui, mais je voudrais bien que vous me puissiez dire tout cela bien. Il n'est rien de plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Mais encore, le fait, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole? Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Ah, fort bien, mais vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue? Aristote là-dessus dit... Oui. De fort belles choses. Ah, c'était un grand homme. Oh, sans doute. Entendez-vous le latin? En aucune façon. Vous n'entendez point le latin? Non. Gabricia sarcituram, catalamus singulariter, nominativo a et musa, quia substantivo et adjectivum concordat in generi numerum et casus. Ah! Que n'ai-je étudié? L'habilhomme que voilà. Et c'est si beau que je n'y entends en goutte. Or, ces vapeurs venant à passer du côté gauche au côté droit, il se trouve que le poumon que nous appelons en latin armion, ayant communication avec le cerveau que nous nommons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave que nous appelons en hébreu coubilé, rencontre en son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate. Et voilà ce qui fait que votre fille est muette. Oh, que c'est bien dit. Que n'ai-je alors si bien pendu? Oh, on ne peut mieux raisonner sans doute. Il y a une chose qui m'a choqué. C'est l'endroit du foie et du cœur. Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont. Le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. Oui, cela était autrefois ainsi. Mais nous faisons la médecine d'une méthode toute nouvelle, et nous avons changé tout cela. Ah, c'est ce que je ne savais pas, et je vous prie de mon ignorance. Il n'y a point de mal, et vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Assurément, mais que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Notre avis est qu'on la remette sur son lit, et qu'on lui fasse prendre pour remède quantité de pain trempé dans du vin. Pourquoi ça?
Parce qu'il y a dans le vin et dans le pain, mêlés ensemble, une vertu qui fait parler. Ne voyez-vous pas bien qu'on ne donne autre chose aux perroquets et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela? Cela est vrai. Oh, les grands hommes. Nous reviendrons sur le soir, voir en quel état elle sera. Nous vous donnons le bonjour. Je vous envoie quérir pour voir notre fille qui est malade. Nous mettons toute notre espérance en vous. Hippocrate dit qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. Vous avez raison de mettre votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte médecin qui soit dans la faculté végétale, sensitive et minérale. J'en suis fort ravie. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin ordinaire, un médecin du commun. Tous les autres médecins ne sont que des amateurs de médecine. J'ai des talents particuliers, j'ai des secrets. Salam alek, Rodrigue est du cœur, signor si, signor non, peromnia secula, secularum. Mais encore, voyons un peu. C'est pas lui qui est malade, c'est sa fille. Il n'importe. Le sang du père et de la fille ne sont qu'une même chose. Et par l'altération de celui du père, je puis connaître la maladie de la fille. Y aurait-il moyen de voir de l'urine de votre fille? Oui, da, Sabine, vite, allez guérir de l'urine de ma fille. Monsieur le médecin, j'ai grand peur qu'elle ne meure. Oh, qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle s'amuse à se laisser mourir sans l'ordonnance du médecin. Voilà de l'urine qui marque grande chaleur. Grande inflammation dans les intestins. Elle n'est pas tant mauvaise pourtant. Et quoi, monsieur? Vous l'avalez? Ne vous étonnez pas de cela. Les médecins d'ordinaire se contentent de la regarder. Mais moi, qui suis un médecin hors du commun, je l'avale. Parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux la cause et les suites de la maladie. Mais, à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. J'ai déjà bien eu de la mal à la faire pisser, moi. Que cela? Voilà bien de quoi. Faites-la pisser copieusement, copieusement. Si tous les malades pissent de la sorte, je veux être médecin toute ma vie. Voilà tout ce qu'on peut avoir, elle ne peut pas pisser davantage. Quoi? Monsieur et madame Gorgibus, votre fille ne pisse que des gouttes. Voilà, une pauvre pisseuse que votre fille. Je vois bien qu'il faudra que je lui ordonne une potion pissative. Oh. N'y aurait-il pas moyen de voir la malade? Si, elle est levée, la malade. Eh bien, mademoiselle, vous êtes malade? Oui, monsieur. Tant pis. C'est une marque que vous ne vous portez pas bien. Sentez-vous de grandes douleurs à la tête, au rein? Oui, monsieur. C'est fort bien fait. Comme la mélancolie est ennemie de la joie et qu'il n'y a rien plus contraire à la santé que la maladie, nous pouvons dire que votre fille est fort malade. Bah oui. Il faut que je vous fasse une ordonnance. Vite, du papier, de l'encre. Y a-t-il ici quelqu'un qui sache écrire?
Que vous ne le savez point. Ah, je ne m'en souvenais pas. J'ai tant d'affaires dans la tête que j'oublie la moitié. Je crois qu'il serait nécessaire que votre fille prît un peu l'air, qu'elle se divertît à la campagne. Nous avons un fort beau jardin et quelques chambres qui y répondent. Si vous le trouvez à propos, nous l'y ferons loger. Allons visiter les lieux. Vous avez le trac, vous? Moi, non, jamais. Comme disait Sarah Bernard, ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. Oui, ben moi, le trac, ça me donne envie de faire pipi toutes les 2 minutes. Moi, ça me fait trembler des jambes. Moi, ça me donne de grosses bouffées de chaleur. Non mais attendez les filles, c'est pas du tout dû au trac, hein, tout ça. Bah non, bah les problèmes de vessie, de tremblement, de bouffée de chaleur, bah c'est juste dû à votre âge. Voici juste pour vous un résumé d'Hamlet de William Shakespeare. Hamlet, prince du Danemark, est bouleversé. Son père, le roi, est mort. Je suis mort. Bah c'est toi si t'es mort. Sa mère, C'est moi. s'est rapidement remariée. Et avec Claudius, frère du défunt, un nouveau roi. C'est moi. Hamlet vit ce mariage comme une trahison. Il dira: Avant même que le sel de ses larmes montent, n'eût cessé d'irriter ses yeux rougis. Ma mère s'est remariée. Oh, de criminel. Un soir, le fantôme de son père apparaît à Hamlet et lui révèle qu'il a été tué par son propre frère, le fameux Claudius. Le serpent qui m'a mordu mortellement, moi, ton père, porte aujourd'hui ma couronne. Oh, mon âme prophétique. Mon oncle. Pardon. Ah, c'est vrai. il demande à son fils de le venger. Si tu as jamais aimé ton tendre père, penche-la d'un meurtre horrible et monstrueux. C'est là que commence le drame le plus intense de la pièce. Lui, le rêveur, le poète. Doit-il croire le fantôme? Doit-il venger? Doit-il tuer? En attendant, il ruse. Il se fait passer pour fou afin de tester son entourage tout en dissimulant son trouble. Puis Hamlet prend une grave décision. Celle de quitter Ophélie, sa bien-aimée. Je te quitte. On était bien ensemble. C'est parce que dans son entreprise de vengeance, il veut l'épargner.
de vengeance, je veux m'épargner. En fait, Hamlet, doutant de sa mère, doute de toutes les femmes. Il doute de tout, même de sa propre existence. D'où la fameuse tirade. Être ou ne pas être? C'est là la question. Question que le monde entier se pose encore aujourd'hui. Non, pas moi. Puis il a une idée. Faire jouer par des comédiens l'assassinat que le fantôme de son père lui a raconté. Il veut faire jouer cette scène devant son oncle le roi, afin de voir sa réaction. Madame ma mère, appréciez-vous cette pièce? La dame fait trop de protestations, ce me semble. Connaissez-vous le sujet de la pièce? N'y a-t-il rien d'offensant? Oh non, ils font tout cela pour rire, rien d'offensant du tout. Et comment appelez-vous la pièce? La souricière! Arrêtez la pièce, qu'on apporte de la lumière! Sortons! Hamlet est désormais convaincu de la culpabilité de son oncle. Il dira: Je ne sais pas pourquoi je suis encore à me dire ceci est à faire, puisque j'ai motif, volonté, force et moyens de la faire. Et en anglais, dans le texte d'origine, ça donne ça. I don't know why I have still enough to say I have to do these deeds rather than having done it already. I have the motivation, the willpower, the ability and the means to do it. La tension est extrême dans le royaume. Eux tous prennent Hamlet pour un fou. Et alors qu'il questionne violemment sa mère sur sa traîtrise. Ah mais pourquoi? Mais parce que... Ah mais pourquoi? Parce que... Quelque chose bouge derrière la tenture. Et Hamlet, persuadé qu'il s'agit du roi, tue d'un coup d'épée Polonius, le père d'Ophélie, caché derrière le rideau pour protéger la reine. Pierre! Tu as tué ton ex-futur beau-père! Hamlet passe de victime à meurtrier. La douce Ophélie perd alors la raison. Je suis sauvée! Et dans une scène sublime, elle se jette de désespoir dans la rivière. Hamlet est effondré par la mort de sa mère. Il dira: Regarde les frères pour elle avec tout leur amour, un tel instant du bien. J'ai rien compris. Le frère d'Ophélie, le dénommé Laerte, rend responsable Hamlet de la mort de sa sœur. Et lorsque Laerte lui propose un duel amical, on se bat, Hamlet accepte. D'accord. il ignore que le roi et Laerte ont empoisonné la lame de son épée, ainsi qu'une boisson qui lui est destinée. Le combat commence et la reine qui est présente avec le roi par mégarde boit la coupe empoisonnée et elle meurt. Pendant le combat, Hamlet touche Laerte. Aïe! Et Laerte touche Hamlet. Les duellistes échangent leurs épées. Hamlet touche Laerte. Aïe, je te dis! Et Laerte touche Hamlet. Les deux hommes sont condamnés. Et dans un dernier souffle, Hamlet tue le roi. Avant de mourir à son tour. Dis donc, ça fait 7 morts sur 7 personnages. Mais ça s'appelle une tragédie.
De la mémoire. Voilà. Franchement, as-tu peur de paraître en public dès ce soir? Réponds la vérité. Il a peur. Oh, vous voyez? Oui, il a peur. Bon, déjà, c'est un artiste, il a compris, c'est bon. Oui, ça c'est très bon. Mais tout de même, attention. Sois agité, nerveux, et sois-le follement. Mais dans ta loge seulement, là tu ne risques rien. C'est pour te soulager. Ça, c'est pour toi. Mais n'oublie surtout pas qu'il faut cesser de l'être en face du danger. Que le public ne voit jamais ta mémoire indécise. Le souci d'être bon, la peur d'être mauvais. Tes espoirs les plus grands, tes craintes les plus folles. Et quand on a frappé les 3 coups, quand le rideau s'envole et qu'il emporte avec lui tout cela dans les frises. En scène, sois léger, sois simple, sois charmant, mais surtout, ne sois jamais vulgaire. Ne sois pas trop intelligent, c'est inutile. Pour ça, il ne devrait pas avoir de difficultés. Il faut que sans effort, le public te comprenne bien. Pense, tout simplement. La chose est bien facile. Ce n'est ni malin, ni subtil. Ne bouge pas, reste tranquille. Quand tu veux exprimer qu'une femme est jolie, pense qu'elle est jolie et fais n'importe quoi. Quand tu veux exprimer l'amour ou la folie, la chanson, la danse, le plaisir ou l'effroi, pense, tout simplement. Tu nous comprends bien, pense. Pense à l'effroi, pense au plaisir, à la chanson, pense à l'amour, à la folie ou à la danse. Et gesticule à ta façon. Surtout, ne copie pas les gestes que l'on fait. N'oublie pas que les professeurs sont tous mauvais. Tous les gestes sont bons quand ils sont naturels. Ceux qu'on apprend sont toujours faux. Bon, maintenant des détails petits mais importants. Je dirais même essentiels. Chaque jour soit mieux que le précédent, il le faut. Et maintenant, un dernier mot. Adore ton métier. C'est le plus beau du monde. Le plaisir qu'il te donne est déjà précieux, mais sa nécessité réelle est plus profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des maux. Et ça, vois-tu, c'est encore mieux. C'est mieux que tout. C'est magnifique et tu verras. Tu verras ce que c'est qu'une salle qui rit. Tu l'entendras. Ça, c'est unique, mon chéri. Oh oui, le bruit que ça fait, tu verras. C'est très beau. Imagine un très grand silence. On vient de lever le rideau. Un silence absolu, complet. On entendrait voler un impresario. Soudain, tu viens de faire une chose qui plaît. Un geste inattendu, comique. Et ça commence. Tout d'un coup, car ça commence toujours d'un seul coup. Et voilà le silence rompu qui vole en mille éclats. Le public s'abandonne à l'immense rafale qui gronde et le secoue. Et le rire au galop qui traverse la salle emporte tout. Les chagrins, les soucis et les peines. Comprends que c'est pour ça qu'ils viennent. Fais rire le public, dissipe son ennui. Et s'il te méprise et t'oublie, va, laisse-le, ça ne fait rien. On se souvient toujours si mal de ceux qui vous ont fait du bien. Et peut-être qu'un jour, alors, tu connaîtras ce bonheur ignoré de la gloire éphémère. Ce bonheur qu'on n'achète pas. Et peut-être qu'un jour, tu seras populaire. Et ça, vois-tu, c'est presque aussi bon que l'amour. Et maintenant, toi, le jeune, sois notre successeur. Notre petit concurrent. Pourquoi est-ce qu'on pleure? Parce qu'on l'envie. Il va connaître tant de joie. Allez, va, fais ton entrée, vite. Du côté court. Ou du jardin. Entre en dansant. Voilà, c'est gai, c'est ravissant. Approche encore un peu. Prends tout à fait notre place, elle est juste au milieu. Et maintenant, dis-nous... Bonsoir!
représentation. Nous remercions la ville d'Arnage pour le prêt d'une salle de répétition tout au long de l'année. Merci à Pascal et Éloane en régie technique. Un immense merci à Pascal Gautelier pour l'adaptation. Dans l'avenue pour boire un petit verre ensemble, on vous l'offre. Et on se retrouve très très vite, l'année prochaine certainement. Voilà. Et vous avez donc une petite année pour nous dénoncer. Voilà. Merci. Bonsoir.